Souhaitez maintenant, et je vous invite à me rejoindre, aborder certains volets thématiques plus spécifiques à notre secteur drogue et addiction. On veut encore continuer quand même à poser des mots et à partager ensemble sur un certain nombre d'enjeux. Donc j'invite maintenant Johannes Weser, responsable médical à l'unité de consultation d'Enaden, Kevin Moons, directeur médical au projet Lama et coprésidente de la FEDA, Catherine Van Eyck, directrice à Modus Vivendi et coprésidente de la FEDA, et Chris Meurant, directeur psychosocial à Transit. Je vous propose de prendre place à mes côtés. Donc, je voulais aussi excuser, voilà, normalement, Nadine Page aurait dû être présente avec nous. Elle a préparé depuis 2 ans et tout notre groupe de travail prendre soin lors de la performance cette journée. Hélas, elle ne peut pas être avec nous ce matin et je remercie Johannes d'être présent. Elle a été en contact avec nous, elle a préparé un petit texte, ce qui va nous aider à pouvoir compter aussi sur sa pensée ici pour cette première session. Alors, on a préparé cet échange, cette table ronde en 4 thématiques et je vais proposer, Johannes, de commencer en abordant un peu voilà, les enjeux autour des modalités de prise en charge et un petit aspect, un petit volet historique également. Merci. Donc, voilà, je te demandais au dernier minute. Donc, Nadine vous salue, s'excuse. Elle aurait vraiment préféré d'être ici. Je vais lire son texte. Enjeux et perspectives. Prendre soin. Une rencontre. Tout d'abord, avant que éventuellement survienne une addiction, il y a la rencontre avec un produit. Un produit qui a un effet sur le corps et aussi sur la pensée. Un effet inconnu, nouveau, qui modifie la perception de son propre corps et de ses virtualités. Un usage raisonné peut s'en suivre, suscitant détente, plus de vie ou d'énergie, apaisant tension et ou angoisse. Les possibilités en sont aussi diverses qu'il y a d'usager et d'usage. Lorsque cet usage dépasse ses effets de plus de vie, il commence à atteindre les investissements importants du consommateur, les liens familiaux, conjugaux, amicaux, son investissement professionnel de santé même, ce à qui il tient, ce qui le tient debout dans la vie, alors le rapport au produit est devenu addiction. Nous posons l'hypothèse qu'alors, lorsque atteint ces investissements le plus important et qu'elles perdurent, les consommations ont une fonction. Elle vient à répondre à une difficulté, une impasse, une faille que l'on peut aussi situer comme une souffrance psychique. La consommation est une tentative de traiter cette souffrance, cette difficulté, et elle finit par produire elle-même des nouvelles difficultés. C'est pourquoi une prise en charge de tous les aspects de l'existence qui sont affectés par l'usage du produit est nécessaire. Il ne s'agit pas de traiter uniquement le rapport au produit, abstinence, substitution, régulation de consommation, mais aussi ce qui a causé cette souffrance, cette difficulté, à quoi il répond. Cette prise en charge ne peut se faire que dans une forme de partenariat avec la personne qui vient nous demander de l'aide. Il ne s'agit pas de lui appliquer un traitement, il s'agit de chercher avec lui ou avec elle ce qui est en jeu dans cette consommation devenue délétère, tout en traitant bien sûr les effets de cette consommation, les atteintes à la santé, la désensations sociale, l'isolement, l'endettement, etc. Un contexte socio-économique et politique. Les choses ont bien changé depuis le début des années 80, lorsque les premières institutions de prise en charge de toxicomanes ont été créées par les initiatives privées et animées chacune par un projet politique de santé précis et différente entre elles, tout en accordant l'objectif d'un accueil respectueux de la personne et de ses choix et d'une proposition de soins dignes.
C'était alors l'époque de la toxicomanie, essentiellement représentée par le consommateur d'héroïne, auquel étaient accolées des représentations de déchéance et de dangerosité. La répression pénale de la consommation n'était d'ailleurs pas un vain mot. Nous nous sommes employés à déconstruire cette représentation avec des activités de formation à destination des professionnels, et cela a porté ses fruits. Actuellement, le changement du mot, devenant addiction, au lieu de toxicomanie, a fait signe d'une modification profonde. Chacun de nous est susceptible d'être addict à bien de quelque chose, non seulement un produit, mais le travail, un comportement, les achats compulsifs, etc. La logique capitaliste nous propose comme idéal de vie la consommation, qui a cet avantage, pour cette logique, de ne jamais pouvoir être éteinte, de toujours demander de neuf pour se satisfaire. Ainsi, la drogue, au sens générique, est le paradigme. Je reprends ici les termes de J. Waxman de cette logique de consommation. Un produit qui se consomme dans sa propre consommation et appelle à être sans cesse renouvelé. L'addiction répond à la logique capitaliste et provoque des essoufflements que nous connaissons dans la recherche de la satisfaction. Ainsi, l'addiction touche toutes les couches de la population et bien des secteurs de l'existence. Cette situation se complique des conséquences du néolibéralisme et qui s'impose toujours plus. Précarisation, chômage, difficulté à se loger, et ça ici à Bruxelles, c'est plutôt un euphémisme, isolement, souffrance au travail, sont autant de facteurs qui participent à augmenter, voire à susciter la recherche d'une solution rapide via la prise de molécules. Ce sont aussi les facteurs qui augmentent les difficultés à sortir de l'addiction. Que faire lorsque, au bout d'un séjour dans un centre de cure résidentiel où la situation du patient s'est stabilisée, il est littéralement impossible de trouver un logement accessible aux revenus le plus bas? Lorsque pour certains, la seule possibilité est de se retrouver à la rue? Situation actuelle. La crise du Covid a agi comme un révélateur et peut-être un accélérateur des problèmes d'addiction. Depuis lors, le nombre de demandes de prise en charge a explosé et ne diminue pas. Pour donner un exemple, chaque mois, nous recevons en moyenne 63 demandes de nouvelles prises en charge. C'est le chiffre de 2024. Ces demandes d'aide pour l'addiction témoignent souvent des complications liées à des difficultés psychiques associées parfois très graves. La situation de nos services ne diminue pas. Quelle réponse politique pouvons-nous attendre? Les politiques de santé. Il est maintenant connu que la consommation de drogue ou d'alcool est souvent présente chez les personnes souffrant des problèmes psychiques graves et qu'elle représente là aussi une tentative de traitement. Parfois, plus qu'une tentative, cela peut représenter un traitement intéressant. Pensez par exemple au effet antipsychotique du méthadone. Des choix politiques au niveau fédéral ont des conséquences sur les niveaux régionaux et communautaires. Ainsi, la réforme 107, qui a consisté à fermer des lits hôpitaux pour créer des équipes mobiles, connaît maintenant certaines limites. Ces équipes mobiles arrivent elles aussi à saturation et se tournent alors vers des services ambulatoires subventionnés par les communautés déjà saturées. La réforme de la prise en charge des internés, qui vise également à diminuer la prise en charge hospitalière, aboutit au même résultat. Le fédéral se désengage et reporte les coûts sur les communautés. Les services spécialisés dans le traitement des addictions reçoivent des demandes de prise en charge pour ces patients cumulant des difficultés, alors qu'ils ne sont plus en mesure de répondre aux demandes de la population bruxelloise. Nous soutenons qu'une prise en charge pour aboutir à des résultats stabilisés doit pouvoir prendre en compte tous les aspects de la vie de la personne,
qui sont atteintes par la consommation de drogue, s'étendre sur un long temps qui durera peut-être toute une vie et permettra d'éviter des prises en charge plus lourdes sur le plan institutionnel en évitant des rechutes ou des crises graves ou des passages à l'acte. Tenir compte des particularités de la situation de chacun et chacune en soutenant un lien particularisé avec le patient. Pour cela, il faut des moyens suffisants personnels et des subventions stables. Voilà. Merci. Merci Johannes, et voilà, merci à Nadine également d'avoir préparé avec nous cette session. Je me tourne vers les collègues aussi maintenant. Si vous pouviez nous dire un mot de cette évolution des modalités de travail, des méthodes de travail dans vos services. Peut-être pour rejoindre aussi un élément en lien avec ce que disait Céline tout à l'heure, moi j'ai quand même le sentiment que le secteur s'est construit en mettant en avant toute une série de dispositifs qui se sont toujours d'abord matérialisés dans l'illégalité. Ce qui a quand même caractérisé ce secteur-ci, que ce soit sur les premiers traitements de substitution, l'arrivée après des programmes d'échange de matériel stérile, ensuite les salles, il n'y a pas une de ces stratégies qui n'a pas d'abord été menée sur le terrain et donc de manière non financée, pour ensuite, parce que ça a été fait correctement, permettre une évolution du cadre légal à différents niveaux. Je pense que c'est significatif de ce secteur, on peut s'en féliciter. Pour les plus anciens dans la salle, ils y ont contribué et merci à eux, mais je pense qu'aujourd'hui, il nous revient à tous à devoir davantage encore retravailler sur des questions de clandestinité ou de posture encore davantage empreint de défiance au niveau des politiques. Alors, on parlait surtout des politiques fédérales, et là ici, en l'absence d'un gouvernement régional, je pense qu'il faut vraiment monter au créneau et bouger, et notre travail ne se limite plus à accueillir des personnes, c'est déjà bien difficile de continuer à le faire dans un contexte de saturation, il faut encore aller de l'avant et agir vraiment de plus en plus au niveau politique. Moi, je rejoins aussi sur cette question de la transgression. Moi, je compte plutôt ce qu'on a transgressé. Mais je trouve que c'est plus difficile de transgresser maintenant qu'avant. Et on a transgressé, souvent, parfois même avec la complicité des administrations aussi. Mais avant, j'avais l'impression, on a moins cette impression de pouvoir vraiment agir. On a un secteur, le secteur Assuétudes, qui est, on se dit souvent spécifique et articulé, qui va de la promotion de la santé, la prévention, la réduction des risques, aux soins, aux traitements, réinsertion. Et on pouvait travailler ensemble dans notre silo et avoir quand même un impact. Maintenant, les problématiques sur lesquelles on doit travailler, elles sont tellement larges. Enfin, la question des sans-papiers, la question du logement, etc., elles nous dépassent tellement que je trouve que ça devient très difficile de pouvoir continuer à travailler. Et d'où l'importance de travailler ensemble, de faire du commun tous ensemble, parce que tout seul, en tant que secteur, on n'y arrivera clairement pas. Et il va falloir qu'on s'ouvre encore plus. Voilà. Je pense que ce qui fait aussi crise de plus en plus aussi dans nos institutions, surtout quand on s'occupe des publics très précaires, c'est qu'on avait... on va dire le paradigme des déterminants sociaux de la santé. Donc on allait agir sur ces déterminants, on allait faire en sorte que les personnes accèdent aux services disponibles, et donc il s'agissait simplement, on va dire, de franchir la porte de ces services avec la personne pour qu'elle puisse éventuellement bénéficier, je sais pas, d'un logement, d'une aide sociale, etc. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que ce mythe est en train de s'effriter, en tout cas dans nos institutions, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à activer quelque chose, on n'arrive plus à faire en sorte que la personne puisse bénéficier du minimum vital pour avoir une vie digne. Et donc, il y a un moment où je pense qu'on se pose vraiment la question du sens, parfois du travail, du coup, à cause de ça. Je pense que c'est un des points qui nous met beaucoup en tension pour le moment. Et alors, une dernière chose, c'est aussi peut-être sur les métiers. J'ai l'impression qu'on est en train de changer nos métiers. Effectivement, on passe de plus en plus de temps à justifier ce qu'on fait, à remplir des cadastres, à répondre au RGPD, je ne sais pas tout quoi. Je n'en peux plus du mot de la simplification administrative, ça me rend malade. C'est juste en fait nous demander plus de travail. Et en tant que directrice, moi je suis c'est cette idée de management, tout ce contour de ce qu'on nous demande qui n'est pas en lien avec la raison d'être de nos services, avec la
raison pour laquelle on est là. On est devenu maintenant dans le code des entreprises. On est quand même du non-marchand, mais on est dans le code des entreprises, on est soumis à la même obligation. Au début, quand j'ai commencé, c'était... allez, s'il y avait 5% du temps maximum global qui était passé à justifier ce qu'on fait à l'administratif, c'était beaucoup. Maintenant, on est autour des 20%, et pour arriver à 20%, il faut quand même se battre et en faire une partie à côté, etc. Et donc, je trouve que c'est questionnant par rapport à justement des méthodes de travail, du fait de prendre le temps. Et donc, c'est du temps qu'on nous vole pour faire nos métiers et pour lequel on fait des choses qui ne nous intéressent pas, en fait. Merci. Nous souhaitions également dire un mot sur l'évolution des publics, des problématiques, des substances. Chris, je te passe la parole. Oui, merci Stéphane. Merci Johannes. Je me rends compte que dans le discours de Nadine, elle m'a piqué une partie des éléments qui devaient être les miens. Merci Nadine. Donc voilà, sans détour, je ne vais pas vous donner des éléments que vous ne connaissez pas déjà, mais c'est juste un petit regard rétrospectif, et ça a déjà été énoncé dans l'introduction générale aussi. On est sorti des années 90 avec les années sida, héroïne, tous les caricatures qu'on peut tous avoir en tête sur le phénomène des junkies, pour quelque part avancer vers une polyconsommation de toute une série d'usages de produits. Ce matin, j'entends encore à la radio, et c'est quand même un solide rappel vraiment dégueulasse, qu'il y avait encore 662 contaminations cette année pour le virus du VIH. Donc même si c'est plus dans le scope des discussions, ça reste quand même malheureusement une maladie qui fait des ravages en Belgique, en Europe. Je veux dire, la prévention, il y a encore du boulot à ce niveau-là. Et donc de cette caricature du junkie, on a vraiment évolué à toute une série de différents publics. Alors moi j'ai commencé à travailler dans la fin des années 90, début des années 2000 avec ce type de public-là, avec tous les stigmates que pouvait aussi porter avec lui ce public. Je trouve qu'en termes de stigmates, il y a encore du boulot malgré tout, malgré les efforts, le travail acharné de pas mal de partenaires. On a ouvert nos portes à transit aux consommateurs d'alcool en 2006. Avant ça, on ne travaillait qu'avec les consommateurs de drogues dites illégales. Alors j'en profite aussi pour rappeler un slogan, c'est les drogues ne sont pas interdites parce qu'elles sont dangereuses, mais elles sont dangereuses parce qu'elles sont interdites. Je pense qu'il est important de se le rappeler régulièrement et de faire remonter ça. Et puis dans nos publics, on a vu aussi vraiment une déferlante de précarisation, de personnes issues de différents courants migratoires, arrivant avec toute une série de nouvelles molécules. La question de l'explosion du phénomène de la cocaïne et du crack sur l'horizon Covid, post-Covid, qui a été un révélateur couplé à la grande précarité de tout ce qui traverse nos institutions maintenant. On voit aussi que la construction du secteur s'est faite sur les constats de fin des années 90, articulés autour des questions relatives à l'héroïne. Et donc il y a effectivement une évolution qui est en cours, qui est en phase de changer nos pratiques. On voit aussi qu'on parlait de performance, je pense que le crack pour des publics vulnérables en rue, c'est le meilleur produit pour passer la nuit. C'est une catastrophe, c'est horrible d'avoir à dire ça, mais quand on discute avec ces personnes, toutes les personnes ou quasi avec lesquelles on travaille au quotidien transit ont basculé vers une consommation de crack. Alors peut-être pour toute une série de raisons, mais en lien avec les effets, mais surtout pour tenir le coup en rue. La rue s'accélère, la société s'accélère, les phénomènes de violence s'accélèrent, et donc je pense qu'un des produits rapport qualité-prix pour affronter tout ça en rue, oui, le crack, je pense, en tous les cas, répond à ces exigences-là. Il y a également au niveau des produits qui sont peut-être davantage allés travailler par nos partenaires dans le festif, le chemsex, les NPS, qui prennent une ampleur importante et qui répondent aussi à toute une série d'attentes au niveau de la société sur des questions de performance à différents niveaux. Donc voilà, moi ce que je vois, c'est une aggravation des situations des publics avec lesquels on travaille, une précarisation de ces publics. On s'était dit pendant des années avec nos partenaires du secteur bas seuil, qu'on avait un certain type de public qui ne fréquentait que nos dispositifs. Ce public cible-là est finalement le public qui passe la porte de tous les acteurs du secteur. Tu l'as dit dans l'introduction, Julien, ça a été redit encore, c'est l'ensemble des relais, des leviers qui fait défaut et qui écrase de fait de cette inertie le quotidien des personnes avec lesquelles on travaille, qui vont de plus en plus mal et de plus en plus vite, de plus en plus mal.
Il y a heureusement des avancées. Je veux dire, il y a des choses qui ont pu évoluer au regard de l'évolution de ces publics et de ces consommations. Modus propose du testing dans nos services. Ça fait du bien, ça ouvre des perspectives. Les personnes sont attentives aussi à ce qu'elles consomment. Il faut arrêter de croire que des personnes qui sont dans des situations compliquées n'essayent pas de savoir aussi ce qui est bon pour elles et ce qui est à éviter. On est toujours sous le spectre de l'arrivée des opioïdes de synthèse. Alors on en parle moins, ça a été l'objet d'un Drugs in Bruxelles il y a quelques années, le jour où, la question n'est plus à se demander si le nitazen, le fentanyl va arriver, mais plutôt quand est-ce qu'il va malheureusement arriver, et on n'est pas prêt encore aujourd'hui. On n'a toujours pas d'antidote en spray, le naloxone n'est toujours pas là. Enfin, je veux dire, on est quand même face à un raz-de-marée là, qui, s'il arrive en Europe et en Belgique, va encore davantage laisser des traces. Il y a eu quelques avancées aussi, les salles de consommation moindre risque. Alors oui, on peut s'en réjouir, c'est une bonne chose. Quand on voit que la France a arraché in extremis la prolongation de 2 années d'expérimentation, je pense que rien n'est acquis, et encore moins aujourd'hui. On est face à des politiques qui ont un discours complètement décomplexé et qui met à charge des plus précaires tout ce qui se passe au niveau société. Et encore, ça c'est les moments où il y a des politiques. Je pense qu'on peut quand même malheureusement se dire que depuis 544 jours aujourd'hui, on attend toujours un gouvernement régional à Bruxelles, et c'est une catastrophe. Donc je digresse un peu de la question de l'évolution, mais comment peut-on imaginer continuer à prendre correctement en charge des personnes quand on n'est pas en capacité de pouvoir assurer un horizon au niveau de nos associations, nos travailleurs, et forcément aussi l'accueil de nos publics. Voilà, on pourrait peut-être réagir après s'il y a des échanges aux questions. Oui, et n'hésitez pas aussi à nous dire un mot sur l'impact que cela a sur l'évolution de comment travailler dans les services, en fait, parce que forcément, les évolutions des publics, des substances ont des impacts très directs sur ce qui se fait au jour le jour. Je voulais rebondir sur ce que disait Chris. En fait, nous, on a un secteur très performant pour anticiper les tendances, les voir, crier, dire « Ouh, attention !» Il y a 10 ans, on disait « Ouh, attention, le crack arrive, il faut se préparer, etc. » Mais personne ne nous écoutait. Et puis, c'est arrivé. Donc maintenant, on dit « Ouh, ça fait 10 ans, le nitazen va arriver, etc. » Et encore, les dernières nouvelles sur l'accès au naloxone sont vraiment pas bonnes. Il sera pas... la question du remboursement, etc. Donc il y a un peu une fatigue comme ça, à anticiper, à regarder, à être près des phénomènes, à dire il faudrait intervenir, il faudrait des produits de substitution par rapport au crack. Rien n'est permis au niveau de projet de recherche. On est ça fait 30 ans qu'on fait du testing de manière comme projet pilote, 30 ans, un projet pilote qui a 30 ans, c'est quand même fatigant. Et ça nous permet de voir toutes ces choses arriver, de dire ouh, on peut voir des tendances, on les anticipe, mais en fait on n'en fait rien. Donc ça c'est quelque chose, je trouve, qui est quand même au niveau des pratiques fatigant. Et l'autre chose, à côté des produits, des choses qui arrivent, c'est moi la question des jeunes et de la santé mentale, où c'est vraiment une catastrophe. On voit de plus en plus de jeunes consommateurs, et aussi le basculement des jeunes dans la précarité. Ça a commencé avec les étudiants qui avaient des jobs d'étudiants pendant le Covid et qui n'ont pas eu droit au chômage technique. Et on les a vus vraiment, nous on les a vus fort, fort basculer. Et je trouve que c'est vraiment cette jeunesse qui a, un, des problèmes de précarité de plus en plus grands, et deux, des problèmes de santé mentale. Et on les comprend, et qu'on voit de plus en plus arriver dans nos services, et qui est préoccupant. Je pense que ce qui est difficile aussi pour les acteurs eux-mêmes, c'est de pouvoir, face à l'évolution finalement de ces consommations, d'offrir des solutions in situ dans leur service. C'est-à-dire qu'on a plutôt vu que dès qu'il y a un nouveau problème, on va créer un nouveau dispositif, on va créer un nouvel appel à projet, on va à nouveau comme ça faire des couches dans une lasagne institutionnelle qui est déjà bien dense, plutôt que de permettre aux acteurs eux-mêmes de réfléchir au sein de leur cadre institutionnel, d'avoir des marges d'évolution. Ne fût-ce que dire, on a besoin d'un peu plus de personnel pour faire ça, on a besoin d'un peu moins, on a besoin de changer notre cadre, on a besoin en fait, on va se confronter à
à des choses quand même assez rigides, souvent en face de nous, qui sont, on a des conventions, il y a des décrets, il y a des ordonnances, il y a un cadre, on va dire, qui ne le permet pas forcément, cette agilité dans le bon sens du terme. Je suis très prudent par rapport à ce côté un peu managérial, mais je pense que ça peut être intéressant de permettre aux gens d'avoir un peu des marges de liberté dans leurs actions, plutôt que de dire « Ah non, mais vous avez une mission, c'est ça, et si vous voulez renégocier votre mission, alors on peut discuter, ça va prendre des années. » Et donc on voit qu'aujourd'hui, ce cadre-là ne répond pas aux besoins qui sont très 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 changeants. On voit une accélération en fait du phénomène des addictions, avec de plus en plus de substances qui arrivent. On va nous parler de 3-MMC, de flacca, de kétamine, etc. Ça fait 10 ans, on n'en parlait pas du tout, on ne savait pas ce que c'était. Et donc aujourd'hui, il va falloir s'interroger concrètement sur comment est-ce qu'on accueille ces publics. Et peut-être que ces publics ont des besoins différents que ceux qu'on accueillait dans les années 90. Et donc, il faut pouvoir nous permettre d'avoir la liberté d'évoluer. Ça, je pense que ce serait assez important. Moi, sur ce que je trouve qui a fort évolué là, en 20 ans, en tout cas c'est le recul moi que j'ai, c'est que ce qu'on arrivait à faire sur 10-15 jours chacun dans nos institutions, à la demande des personnes, en se calquant à ce que ces personnes demandent, il y avait des leviers qui étaient mobilisables et qui permettaient de pouvoir manœuvrer, permettre à des personnes d'actionner toute une série de choses et pour celles qui en faisaient le souhait de mobiliser des moyens pour accéder à un parcours de soins. Aujourd'hui, même à plusieurs, et c'est assez riche de pouvoir travailler en secteur, enfin dans le secteur et en partenariat avec les différentes institutions qui sont ici regroupées. On a un secteur, je trouve, qui est très solidaire, qui se mobilise, qui se réinvente, mais même ensemble, on ne trouve plus de levier, il n'y a plus rien. Alors l'idée, c'est pas d'être ici et d'être larmoyant, c'est plutôt de poser les bases d'un constat qu'on connaît bien depuis longtemps. Il faut 4 mois pour rentrer en cure en Belgique, c'est 4 mois de trop. Ces 4 mois, la personne, dès le lendemain de la discussion qu'on a eue avec elle, potentiellement, elle ne reviendra peut-être pas après. Et l'idée, c'est pas d'attaquer les centres ou les hôpitaux qui proposent ces dispositifs. Ils sont tout aussi saturés que nous. Et c'est chacun à son niveau de la chaîne. Et à partir de là, je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant en tant que travailleur de terrain, c'est de ne pas avoir de levier à mobiliser. Quand on ne sait pas se réinventer, et que même avec toute la bonne volonté du monde, en allant chercher ses copains du secteur, je regarde quelques-uns en disant ça, on arrive à construire des choses quand ça se bloquait il y a quelques années. Aujourd'hui, même à plusieurs, on n'y arrive plus. Et donc, on se rend compte que les bénéficiaires avec lesquels on travaille ont conscience de ça. Ces personnes ont conscience de ça et ont encore, je trouve, l'énergie de pouvoir l'accepter. Il y a des moments, oui, où ça pète un peu, mais je trouve que ça va encore au regard de la paralysie dans laquelle ils sont, malgré eux, complètement fichés. Et donc, c'est pas qu'on n'est pas spécialement responsable de ça, mais malheureusement, on joue un rôle là-dedans malgré tout. À Transit, pour la petite... L'exemple, on refuse entre 10 et 12 personnes par jour, tous les jours, depuis plus de 10 ans. Je veux dire, comment continuer à travailler sereinement dans un contexte comme ça, et comment, en tant que bénéficiaire, en tant que personne accueillie, accepter tous les jours autant de refus. Donc voilà, moi je trouve que je salue les efforts et le respect qu'ont ces personnes vis-à-vis de nous. Oui. Donc, mais il y a aussi beaucoup, c'est dans tous les couches, donc il y a aussi, les gens qui travaillent encore, qui sont encore insérés, qui sont vraiment de plus en plus mal. Moi, un truc qui m'a vraiment frappé il y a quelques semaines, c'était un patient psychotique qui me demandait de lui prescrire du Rilatine pour être plus performant, pour commencer un bénévolat et qui a décompensé. Après, évidemment, je ne l'ai pas. Mais juste pour dire, ça, c'est un truc que c'est sur tous les couches. Donc, c'est partout, c'est tout, oui. Merci. On va encore un peu continuer avec certains constats difficiles, mais voilà, en début de journée, il nous semblait important de le faire, de se resituer tous là-dessus, voilà, et puis on avancera aussi. Et je vais passer maintenant la parole à Kevin pour nous dire un mot par rapport aux modalités de financement aussi avec lesquelles on doit faire. Tout va bien, donc voilà. Non. Oui, alors évidemment, ça va pas être de nature à vous rendre plus optimiste. Le constat qu'on fait par rapport au financement et à l'évaluation de ces financements, l'évaluation des actions, déjà, vous le savez déjà, mais la question des drogues, des addictions, ça fait l'objet d'une attention, d'une sorte de revendication de responsabilité vis-à-vis de différents champs d'action. Donc
pas seulement le social ou la santé qui s'intéressent à cette question-là, mais aussi la question de la sécurité. Donc sécurité, sociale, santé, et chaque champ d'action va percevoir finalement ce phénomène suivant une forme d'anthropologie de l'usage et de l'usager en fonction, voilà, de si on est de la sécurité, on va voir ça du côté de la faute et du crime. Si on est du côté du social, on va voir du côté de la désaffiliation sociale, de l'exclusion sociale, et puis la santé, la question de la dysfonction, de la maladie, etc. Donc déjà, différents champs d'action, différentes responsabilités. Et puis il y a différentes temporalités. Catherine l'a dit tout à l'heure, hein, il y a la question de avant, pendant, après, plus ou moins. Donc on peut faire des actions en amont, durant, on va dire, la problématique, et puis après, ou la question de la réinsertion. Et donc à Bruxelles, en raison de ces différents champs de responsabilité, et en raison aussi du découpage institutionnel qui sont issus de différentes réformes de la Belgique, eh bien, on se retrouve face à différents cabinets ministériels, différentes administrations, différentes entités fédérées qui vont investir dans des projets drogue, addiction. Il y a COCOF, la COCOM, la région, les communes, le fédéral. Au sein du fédéral, vous avez le SPF Justice, le SPF Intérieur, le SPF Santé publique, etc. On ne s'y retrouve plus du tout. Et donc, ces différents dispositifs, ces différents projets, ces différentes actions, elles vont être financées de manière assez hétérogène aussi. Hein. Donc il y a des gens qui sont financés de manière assez durable, et qui ont la chance d'avoir des agréments, des conventions, etc. Puis il y a des gens qui ont des financements pluriannuels dans le cadre de plans d'action, le plan de promotion de la santé, le PGSP, etc. Il y a des gens qui ont des financements organiques, il y a des gens qui ont des financements en subsides facultatifs. Et ces subsides facultatifs, ce qu'on remarque, c'est que c'est plutôt la tendance ces dernières années de financer un ensemble de projets en subsides facultatifs, c'est certainement en raison de la facilité avec laquelle les cabinets, les administrations peuvent mettre en place ces actions-là. Donc ça ne doit pas passer forcément par des textes légaux très, très lourds. Et donc, c'est de manière absolument non coordonnée de financer des projets de manière complètement hétérogène. Eh bien, c'est lié au fait qu'il n'y a pas de stratégie, une vision de société claire sur la question des drogues et des addictions. Donc, aujourd'hui, il y a une stratégie interfédérale pour une politique intégrée et globale en matière de drogue, mais il n'y a pas de déclinaison régionale il n'y a pas de plan d'action. C'est-à-dire qu'il y a des visions d'intention au niveau fédéral, mais en fait, ça ne se concrétise pas sur le terrain et pas en région. Alors, la situation actuelle à Bruxelles, elle est catastrophique. Céline a dit c'est innommable ce qui est en train de se passer. Donc, on a un triple défi. Il y a ce que Chris a mis en avant, c'est le changement de l'écosystème des drogues à Bruxelles et des addictions. Il y a une crise politique sans précédent, plus de 530 jours, 540 jours. On va bientôt battre le record, sans gouvernement. Et on a une crise financière, une crise de liquidité également, où on entend, ci et là, qu'en avril 2026, on ne pourrait plus payer les fonctionnaires. Donc évidemment, ce triple défi, il va falloir le prendre en considération. Et l'absence de budget aujourd'hui fait qu'un certain nombre d'acteurs aujourd'hui se retrouvent dans des catégories en fonction de leur modalité de financement. Donc si vous avez eu la chance d'avoir un financement pérenne, ça va, parce que les douzaines provisoires vont vous permettre a priori de poursuivre, moyennant éventuellement, dans certains cas, des diminutions de budget. Mais ceux qui sont en subside facultatif, ils sont sur la sellette. Et donc on n'est pas du tout en train de juger finalement de l'intérêt des actions en elles-mêmes, mais simplement de la catégorie de financement dans laquelle se trouvent les projets. Et donc là, on est de plus en plus en discussion avec les cabinets des administrations sur des questions de « Ah oui, d'accord, mais dites-nous alors ce qui est plus important pour vous. Si vous deviez choisir entre vos 3 actions, laquelle est la meilleure, laquelle est la plus importante ? Et entre vous, c'est le projet de Catherine ou celui de Chris qu'il faut choisir ? C'est dans cette situation-là que nous trouvons aujourd'hui. Et donc, il y a derrière un petit peu cette petite chanson de dire « Ah non, mais il faut évaluer les projets. Il faut que vous nous donniez les indicateurs de performance justement de vos projets pour qu'on puisse faire des priorités. » Et donc, parallèlement à l'absence de planification sur la stratégie drogue, on a également, finalement, on n'est pas très très bon dans l'évaluation. On est même plutôt à construire nos propres indicateurs et on fait notre auto-évaluation.
Et donc, d'un côté, c'est très intéressant parce qu'on peut un peu dire n'importe quoi, on peut dire un peu ce qu'on veut. Personne ne va vérifier la véracité de ce qu'on est en train de dire, mais c'est assez faible comme méthode, on va dire, d'évaluation si on veut vraiment évaluer les projets. Alors, en même temps, on peut dire que cette absence de vision, cette absence de planification, cette absence d'évaluation, elle est plutôt positive dans le sens où ça permet à chaque acteur de développer sa propre logique d'action selon ses modalités, sa vision. Et donc, d'un côté, il y a évidemment une sorte de résistance ou de réticence des acteurs eux-mêmes à adhérer à des visions un peu top-down de la société. Donc, si on venait aujourd'hui nous dire maintenant la vision pour Bruxelles, c'est ça, eh ben, ça pourrait tout à fait rentrer en contradiction avec nos propres valeurs. Et c'est un peu ce qu'on a pu observer quand il y a eu le développement de l'État social actif dans les années 90, où un certain nombre de travailleurs sociaux, on parlait du travail social clandestin, eh bien, on voit des résistances en fait, dans le chef des acteurs eux-mêmes, dans la question voilà, de comment faire son travail avec sa propre éthique de travail et ses propres valeurs, quand on a un attendu politique, institutionnel qui nous dit à peu près le contraire. Il faut activer les gens, il faut faire ceci. Le nouveau management public, Julien en a parlé aussi, eh bien, rencontre pas vraiment d'écho favorable chez les acteurs de terrain, chez les travailleurs. Donc ça ne nous parle pas, en fait, ces logiques de performance-là. Et donc, il va y avoir en fait clairement une tension entre les attendus politiques et les acteurs qui sont censés réaliser ces attendus politiques. Alors, les évaluations, elles ont aussi un côté très court-termiste. Souvent, il faut d'année en année, les rapports d'activité, etc., donner des indicateurs. Mais donc, ça ne met en évidence que ce qui est vraiment mesurable. Et ce qui est mesurable n'est pas toujours ce qui est important, ce qui est primordial, et voire c'est très peu le cas. On parle par exemple de la prévention. La prévention, ce sont des actions qui vont potentiellement avoir un impact des années plus tard. Et c'est très compliqué de mesurer, on le sait, l'absence de la survenue de quelque chose. Donc comment dire qu'une action de prévention est efficace ? Je ne sais pas. Et c'est d'autant plus compliqué qu'aujourd'hui, les acteurs institutionnels, les entités fédérées qui sont censées mettre en place les actions de prévention, les penser, peuvent éventuellement aussi avoir des difficultés à avoir une vision, on va dire, coût-bénéfice, dans la mesure où la majorité des bénéfices d'une action de prévention ne va pas se retrouver au niveau de l'entité qui va gérer forcément les actions de prévention, mais au niveau d'autres entités fédérées. C'est-à-dire une action de prévention va limiter la survenue d'une maladie, ça va diminuer les coûts potentiellement d'hospitalisation, et donc ça va faire des économies au niveau fédéral, mais pas au niveau forcément des communautés. Et donc là, disons que le découpage institutionnel belge rend difficile même la question économique de l'impact des projets. Je pense que nos dirigeants aujourd'hui pourraient avoir une oreille attentive aux questions d'économie. Eh bien, en fait, ça ne les intéresse pas parce que chacun dans son petit coin, généralement, a pensé pour son propre budget, ses propres économies. Et enfin, la question du soin aussi, c'est très compliqué d'évaluer, on l'a déjà dit, l'efficacité d'un soin dans la mesure où ce sont essentiellement des facteurs individuels ou des facteurs sociaux qui vont influencer les trajectoires de vie, les trajectoires de santé des personnes. Évidemment, si nous, dans nos services bas seuil, on pouvait activer plus facilement d'un accès au logement pour nos bénéficiaires, eh bien, on aurait sans doute de meilleurs résultats. Et donc, le fait qu'il y ait aujourd'hui une crise du logement à Bruxelles, ce n'est pas notre sort. A priori, on n'a pas beaucoup de leviers là-dessus, mais c'est primordial parce que c'est ça qui va aussi permettre à la personne d'aller mieux. Donc on peut accompagner, on peut être présent, on peut être à l'écoute, on peut être... c'est éminemment important et ça n'a pas de prix, disons. Mais on n'arrive plus aujourd'hui à faire en sorte que les personnes puissent bénéficier d'une vie digne via le mythe, on va dire, des déterminants sociaux de la santé. Enfin, le mythe dans le sens où on n'arrive plus à le réaliser aujourd'hui. Donc, c'est très compliqué d'évaluer l'efficacité d'un système de soins quand on est dans cette situation-là. Et par ailleurs, un service de sevrage alcool, pareil, on va dire, est-ce qu'on peut blâmer un service de sevrage alcool qui est des rechutes alcool dans la mesure où dans les supermarchés, il y a des rayons alcool partout. Donc,
il y a des pubs pour l'alcool à la télévision. Et donc, c'est aussi le système, le système global qu'il faut revoir et pas seulement les acteurs eux-mêmes. Et donc, il y a vraiment un intérêt de dézoomer parfois et de dire mais qu'est-ce qui produit aujourd'hui les vulnérabilités humaines, qu'est-ce qui fabrique les vies abîmées, et donc de penser aussi à la santé ou le bien-être des personnes au sein même de la structure économique et politique actuelle. Je voulais revenir dans... pour moi, un changement important, c'est avant, on constatait un besoin sur le terrain, on se disait je monte un projet et puis après je demande un financement pour le faire. Ce qui est de plus en plus difficile puisque on doit rentrer dans des appels à projets. Et s'ils ont 3 ans, on a de la chance, généralement c'est des appels à projets sur 1 an. Et moi, ce qui me frappait, c'est ce truc de projet. Je repense à Franck Lepage qui disait que dans les manuels de management, ce qui est vraiment le symbole du capitalisme, le mot qui est utilisé le plus maintenant, c'est projet. Et parce qu'en fait, c'est une notion capitaliste, le projet. Le projet, c'est un début, une fin. Nous, on travaille parfois sur des choses sur de la durée. Changer les mentalités, ça prend 10-20 ans. Et on a vu qu'en fait, on peut changer les mentalités. Sur 10-20 ans, on y arrive. On arrive à faire des changements. Mais il faut accepter d'être dans une notion de durée et pas juste dans l'ici et maintenant, de pouvoir un peu s'extraire. De dire, OK, il y a un problème, comment est-ce qu'on va le changer? On peut créer des solutions, on peut innover, mais pas dans le sens d'innovation ingénierielle, mais on peut créer, on peut agir, être vraiment dans la vraie action. Mais pour ça, il faut pouvoir avoir le temps, et pouvoir avoir le temps, non pas de faire des réunions, mais pouvoir avoir le temps de penser, de pouvoir s'extraire juste du nez dans le guidon. Et pour moi, ça, c'est super important. Et je trouve que c'est un truc qu'on arrive de plus en plus difficilement à voir. Et parce qu'en fait, on est aussi très rentable. Hein. Je pensais, on parlait des entreprises, mais il y a eu, à l'époque, je crois que c'était l'UCM qui avait fait une étude qui montrait que c'était super bien pour l'État d'investir dans le non-marchand. D'abord, on met tout dans l'emploi. Donc, bingo, ils retrouvent plein en ONSS, en précompte, etc. Donc, il y a une grosse partie qui leur revient. Et comme c'est des travailleurs très engagés qui acceptent de travailler pour pas grand-chose, finalement, il y a beaucoup de travail par rapport à l'argent qui est investi. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut se rappeler, parce que souvent, on a cette image, dans le non-marchand, vous êtes cool. En fait, on n'est pas si cool que ça. On a l'habitude de travailler avec des bouts de chandelle et de devoir être tout le temps performant. Oui, et puis j'ai envie de réagir et de compléter. Il y en a marre de travailler avec des bouts de chandelle. Les bouts de chandelle, ça va un temps, et là, il est temps, enfin depuis déjà un moment, de faire avec autre chose. Tu parlais d'évaluation, j'ai quand même en tête, il n'y a pas si longtemps, des projets évalués positivement, TADAM par exemple, donc quelque chose de calibré au niveau universitaire, et qui malgré une évaluation plus que positive, tous les items étaient ouverts, il y a quand même une décision politique de ne pas poursuivre. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on est face à ça aussi. Tu parlais qu'il n'y a pas de plan d'action bien défini. Enfin, moi, j'en vois un, et en lien avec ce que tu disais, c'est une décision politique du tout à la prison. Alors, il n'y avait pas d'intitulé prison dans cette journée, j'en parle quand même un petit peu. Là, il y a clairement au niveau politique une vision qui est définie, et pas que depuis l'Arizona, c'est quelque chose qui est en cours depuis des décennies, qui s'accélère maintenant, et on est vraiment dans une logique de chasse aux consommateurs qui n'est même plus cachée. Je veux dire, les chiffres sont effarants, et malgré des chiffres, on n'est pas en capacité de se faire financer à la hauteur des besoins exprimés en prison. On a nos collègues wallons qui se sont vus faire sauter un projet fédéral à la santé publique parce que des suites des élections au fédéral, la tuyauterie administrative en termes de paiement de ce projet n'a pas pu se faire, et ça s'est soldé par un licenciement malgré toutes les tentatives de nos partenaires de la Fédito wallonne de sauver ces équipes. Ça s'est éteint, et il y a quelque part, et c'est ça que je voudrais dénoncer, par moment un mépris des financeurs à notre égard, que ce soit en région wallonne ou à Bruxelles. Et je pense que moi, en tout cas, c'est ce mépris-là que je ne veux plus accepter. Mais je vais passer la parole à Catherine pour aborder le 4e volet que nous avions prévu ici pour cette table ronde, qui est lié justement aussi à cette notion d'image, de perception
que peut avoir le politique, le grand public, et puis qui peut nous être renvoyé aussi de façon très violente parfois. Ouais, alors j'avais envie de vous faire rire un peu, parce que, quand même. Ah oui. Donc, c'était de vous dire d'abord que, au début, mon domaine d'action, la réduction des risques, elle était vraiment mal perçue. Hein, on était un peu le diable. Et puis, au fur et à mesure du temps, les cow-boys, on nous a accusés d'être des cow-boys. Au fur et à mesure du temps, il y a une image de la réduction des risques qui a été vers une acceptation. Alors, on est arrivé en plus d'un côté d'avoir, allez, comment dire, d'utiliser, de dire ça marche. C'est l'argument qui a le plus fonctionné auprès de nos opposants. Ça marche, ça épargne des sous. Et aussi parfois l'autre argument, on peut quand même pas tous les tuer. Donc il fallait quand même faire quelque chose. Donc voilà. Donc petit à petit, il y a une acceptabilité de la réduction des risques et on est arrivé par rapport à l'image du junkie des années 90 à avoir quand même une certaine acceptabilité. L'usage de drogue, c'est partout, etc. Mais actuellement, on voit de plus en plus de nouveau une tension. Moi, j'ai l'impression de revenir 30 ans, et encore c'est gentil, en avant, entre d'une part une vision d'un côté la prévention, d'autre de la sécurité. C'est comme s'il y avait plus que ces deux visions qui cohabitent. Et alors, j'avais envie de vous les montrer dans une opposition droite-gauche. J'ai envie de dire une opposition entre l'Union Saint-Gilloise et les Francs-Borins, quelque chose comme ça. Donc si on prend d'un côté, vous avez une reconnaissance de certains politiques que la drogue est partout, qu'elle est dans toutes les grandes villes, et que c'est quelque chose dont il faut prendre acte, que c'est un phénomène de société qu'on doit faire avec. De l'autre côté, les petits malins qui prennent de la drogue en boîte de nuit ont du sang sur les mains. Donc, un truc, il suffit de ne pas consommer. Je veux dire, on a parlé des salles de consommation. Certains qui demandent plus d'ouverture de salles de consommation, d'autres qui disent surtout il ne faut pas des salles de consommation. Et c'est un discours qui est de plus en plus dichotomique. On a les deux, on n'a plus l'impression qu'il y ait beaucoup de choses entre les deux ou qui circulent de l'un à l'autre. Alors, ceux qui veulent travailler avec les associations, qui disent qu'il faut tenir compte des experts de terrain et qu'il faut travailler à partir de ce qu'ils sont, et ceux qui disent qui exigent la fin des subsides à des ASBL qui incitent à la consommation de drogue. Donc on est vraiment entre les deux. Donc voilà. Ce que j'avais envie de dire par rapport à ça, c'est que parfois notre travail de terrain est valorisé, c'est vrai, mais on est vraiment dans cette vision dichotomique et que c'est de plus en plus difficile de travailler à faire passer un message qui est complexe. C'est soit l'un, soit l'autre. Et travailler sur une réalité en disant... parfois on dit, ouais, mais vous disiez que c'est bien... Enfin non, c'est pas que la consommation n'est ni bonne ni mauvaise. Parfois, pour certains, elle est bonne. Et c'est des discours, quand on a commencé, on parlait... le petit livre fondateur de la réduction des risques, c'est le bon usage. Et c'était un petit peu pour susciter le débat. Maintenant, je pourrais plus parler de bon usage. Je veux dire, c'est devenu impossible de dire... Il y a parfois du bon usage des drogues. Et il y a parfois des gens qui ont des bonnes raisons d'en prendre. Cette complexité-là, elle est devenue impossible à faire entendre. Pourtant, quand on essaye, il y a moyen. Et je voulais le montrer avec vraiment un travail qu'on essaye de faire, parce qu'il y a les politiques et puis il y a la société civile. Quand on travaille, d'un côté, je vous ai mis, pardon d'une, un avis Google sur la SBL d'une en disant « Ouais, ils sont irresponsables, c'est de leur faute s'il y a tant de problèmes à la Porte de Halle. » Non, ils sont à la Porte de Halle parce qu'il y avait des problèmes. Donc, des visions comme ça, très négatives de nos services, comme quoi nos services engendreraient eux-mêmes l'insécurité. Mais quand on travaille avec les comités de riverains et qu'on leur montre et qu'on va à leur rencontre, leur expliquer toute la complexité du problème, ils en arrivent à demander eux-mêmes des salles de consommation. Et donc, je pense, et ça rejoint la question sur les subsides, pour moi, il est urgent d'aller travailler aussi, de descendre, et pas qu'avec nos publics, un peu avec tout le monde, et peut-être moins avec les politiques, mais peut-être plus avec les gens, et expliquer ce qu'on fait.
et pas de manière politicienne pour convaincre, mais expliquer ce qu'on fait. Parce que les gens dans les quartiers, ben, ils voient. Ils voient que les gens, l'état dans lequel ils sont. Et il y a le ras-le-bol, mais il n'y a pas que le ras-le-bol. Il y a le fait de se dire, ben, demain, ça peut être moi. Et de voir aussi comment on traite les gens. Et je pense que c'est important de partir de là, de dire est-ce que c'est ça qu'on a envie comme monde? Est-ce que c'est ça qu'on a envie comme réaction? Enfin, est-ce qu'on a envie d'habiter dans ce monde-là? Et est-ce qu'il n'y a pas moyen de travailler tous ensemble à autre chose? Donc voilà. Oui, est-ce que tu as ton PowerPoint met en évidence aussi, je trouve, fort 4, c'est la distinction entre une compréhension, un soutien et un dialogue avec des politiques plutôt régionales, voire communales, la proximité avec ces élus-là, tend quand même à être mieux entendu, reconnu, compris, alors pas tout le temps, mais en tout cas. Et alors, de l'autre côté, bon, même si c'est caricatural avec Boucher, du côté fédéral, il y a un fossé qui était déjà énorme, et là on creuse, c'est même plus, pardon, on est dans le fond. Et donc ce fossé-là, je pense qu'à un moment donné, je ne sais pas comment, mais est-ce qu'il est encore nécessaire de chercher à le réduire ou de focaliser davantage les ressources qui sont à nos portes, c'est-à-dire focaliser tout sur le régional et espérer qu'à un moment donné, avec un gouvernement qui arrivera, on l'espère un jour, il soit coloré de la plus belle des manières en ce qui concerne le soutien affiché que tu rappelles là. Voilà, moi j'ai vraiment le sentiment que cet écart-là est là depuis tellement longtemps que oui, il continue à se creuser et il offre peu de perspectives à une amélioration. Alors, en restant positif, sensibiliser, gagner en visibilité, travailler avec les citoyens. Mais à côté de ça, quand on voit le discours décomplexé de certains partis et de certains élus de ces partis au fédéral, j'ai vraiment peur pour l'avenir. En même temps, le discours, les usagers ont du sang sur les mains et il faut les poursuivre pénalement. Je sais pas, moi, ça fait 30 ans qu'on n'a plus entendu ça. Hein. Je veux dire, il y a vraiment... je rejoins ce que tu disais. Vraiment, on retourne à une pénalisation de nos publics dont on s'est éloigné. Et ça, c'est vraiment, moi, quelque chose qui me frappe. Je pense que, en tout cas, concrètement, ce qui est en train de se passer aussi, c'est la division de classes de consommateurs. D'un côté, il y a le consommateur des récréatifs qui va avoir des infractions plutôt de l'ordre de l'amende. Donc, on a vu des chiffres aujourd'hui où de plus en plus, donc, encore une fois, la réussite du dispositif. Hein, donc, maintenant, les amendes perception immédiate, il y en a de plus en plus, donc c'est que ça marche, donc c'est que c'est positif. Voilà, donc ça c'est. Moi, je ne sais pas si ça a quelconque impact sur si c'est l'objectif affiché de réduire les consommations en mettant des amendes. Je ne sais pas si c'est un indicateur positif ou négatif de voir qu'il y en a de plus en plus. Et donc il y a cette classe, on va dire, de consommateurs récréatifs qui risquent des amendes. Et puis il y a les consommateurs précaires qui, eux, risquent potentiellement de se retrouver plus dans le filet pénal, mais je dirais presque encore pire que ça, dans un filet sanitaire-pénal, c'est-à-dire les chambres de traitement toxicomanie, qui, à mon sens, étendent en fait le filet pénal d'une certaine manière. C'est-à-dire que la surveillance ne va plus être... il n'y aura pas une question de peine, voilà, tu fais ta peine, c'est 5 ans, et puis après, entre guillemets, tu es quitte. Là, il y a une espèce de surveillance permanente de choses, de comportements qui ne sont pas, a priori, pénalement répréhensibles. Est-ce que tu as bien été te soigner ou pas? Ça ferait l'objet d'une sanction dans ces chambres de traitement de toxicomanie d'une certaine manière, alors que ce n'était pas le cas lorsqu'il y avait infraction, peine, etc. Donc il faut faire attention à cette espèce de nouveau dispositif qui, sous couvert, à mon sens, d'humanité, d'humanisme et de bienveillance envers les consommateurs, en fait, étendent le niveau de surveillance sur les individus et donc créer vraiment, à mon sens, plutôt 2 catégories d'individus consommateurs. Et c'est peut-être encore plus dangereux. Mais pour moi, on ne dit même plus que c'est par bienveillance des consommateurs. On dit juste parce que c'est que les parquets sont saturés. J'entends même plus le discours pour les chambres, pour dire que c'est par, Au départ, c'est bienveillance. ça. Est-ce que l'un de vous veut rajouter un dernier mot pour conclure cette table ronde?
En tout cas, sur tout ce qui touche néanmoins sur cette question de la perception, de la façon de parler de nos thématiques, d'informer. On a lancé tout un travail au sein de la fédération, en collaboration avec l'association des journalistes de presse et en interne aussi avec notre groupe de travail sur la communication externe. Et en début d'année, on espère pouvoir aussi travailler, collaborer, participer à faire évoluer le vocabulaire, les concepts, les termes qui sont utilisés pour informer sur les thématiques qui nous occupent aujourd'hui. Et on avance aussi dans un travail d'échange sur les liens avec les comités de quartier, comment on peut aussi mieux travailler avec eux, ce qu'on fait chacun dans nos assos et essayer aussi d'avancer de ce côté-là.